Ok, bonjour tout le monde. Alors, on continue avec les questions du concept 23.2, où on s'intéresse à l'équilibre Hardy-Weinberg. Donc, on va lire la question. Si l'on calcule les fréquences P pour un premier allèle et Q pour un deuxième allèle, par exemple grand A, petit a, à partir des fréquences génotypiques observées dans une population, et qu'on utilise ensuite ces valeurs de P et Q pour vérifier si une population est en équilibre Hardy-Weinberg. S'agit-il d'un raisonnement circulaire? Ok, là, on est direct au cœur de la difficulté conceptuelle avec le calcul d'Hardy-Weinberg. Donc, on nous dit, indice, prenez un cas particulier comme celui d'une population qui compte 195 individus dont le génotype est grand A, 10 individus dont le génotype est grand A, petit a, et 195 individus dont le génotype est petit a. Donc vraiment, je pense que c'est la première fois, mais en tout cas qu'on va le faire ensemble. Là. On va vraiment faire un dénombrement là, de cette population-là pour voir qu'est-ce qu'on cherche à comprendre avec l'équilibre Hardy-Weinberg. Donc, 195, 10, 195, c'est bon, je m'en rappelle, on va aller voir, faire ça. Donc, on a 195 individus grand A, 10 hétérozygotes, 195 petit a. Je me suis pas trompé, là, c'était ça, c'était les 10 individus hétérozygotes, c'est ça, ok. Donc, là, le concept, c'est que on est tombé sur notre population de coccinelles. Euh, on a échantillonné, on a extrait l'ADN de chacun des individus, puis on s'intéresse au génotype, au gène A, qui code pour la couleur, disons, des coccinelles. Puis là, notre hypothèse, c'est que les coccinelles foncées euh, sont en train de disparaître de cette population-là pour des raisons qui restent à déterminer, là, mais on veut monitorer dans le fond là, la vitalité génétique de la population parce qu'on sait que si un allèle disparaît, ben c'est une indication que la population est en train de subir des pressions desquelles elle va peut-être avoir de la difficulté à se relever si sa diversité génétique est trop compromise. Donc, Hardy-Weinberg, ce que ça nous donne, c'est à partir de fréquences génotypiques. Donc, c'est exactement ça qu'on a ici, là, des génotypes puis leur nombre dans une population. On va calculer leur fréquence, mais on peut déduire la fréquence de grand A, ça c'est P, puis la fréquence de petit a, ça va être Q. Puis ce que ça nous dit, c'est que dans un graphique, en fonction du temps des fréquences, ben, s'il n'y a pas d'évolution, ben normalement nos fréquences alléliques ne devraient pas changer. Donc, s'il n'y a pas de sélection naturelle, il n'y a aucune raison pour que ces fréquences alléliques-là changent. Si ce gène-là ne procure pas un avantage ou un désavantage, ben ça va rester stable. La même chose pour la dérive génétique. En fait, Hardy-Weinberg dit que pour que ces fréquences alléliques-là restent stables, ben ça te prend une population de très 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 grande taille. Une population de taille presque infinie. Parce que le moindrement que tu te mets à avoir des effets de nombre là-dedans, si l'allèle petit a repose seulement sur quelques individus, ben il se peut qu'il leur arrive un accident ou il y a un risque de perdre cet allèle-là. Alors que si l'allèle petit a il est porté par 1 milliard d'individus, même s'il est moins fréquent dans la population, il va se maintenir. Puis ici, mais si c'est 1 milliard qui possède cet allèle-là, ben il va y avoir
il va se maintenir également. Puis là, dans le fond, c'est comme si on faisait un croisement génétique, là, en disant, tu sais, les fleurs grand A, petit A, grand A, petit A. Mais qu'est-ce qui va se produire au bout de tout ça? On va avoir notre échiquier de punette, ici comme ça, grand A, petit A. Puis, qu'est-ce qu'on va avoir comme allèle au bout du compte? Ben, on va avoir, comptez-les, là, le nombre d'allèles. On va avoir 4 allèles grand A, puis 4 allèles petit a. Donc, on était parti avec grand A comme ça. On avait comme 2 allèles grand A pour 2 allèles petit a. Ça change pas. C'est le même ratio. Les fréquences seraient respectées. Donc, autrement dit, c'est comme si on repige tout le temps dans le même pot de billes, là, puis qu'on repige les billes au complet. Là. Il n'y aura pas de modification ici. Là. Donc, c'est ça que ça dit Hardy Weinberg. Dans le fond, ça dit, si tu as une population de très, très grande taille, il n'y aura pas de dérive génétique. Si tu as une population dans laquelle il n'y a pas de sélection naturelle, ben, tes fréquences alléliques que tu mesures au moment de ton étude, tu reviens un an plus tard, puis tu vas mesurer exactement les mêmes. La population ne va pas évoluer. Donc, dans la nature, est-ce qu'on a des populations de taille infinie? Non. Mais on peut s'attendre statistiquement à ce que ça ressemble c'est-à-dire, est-ce que une population de très grande taille respecte là, l'équilibre Hardy-Weinberg? Il pourrait avoir des petites oscillations ici comme ça, mais si c'est de très grande taille, il n'y a pas de danger là, de te faire disparaître du jour au lendemain un allèle s'il est porté par 1 milliard d'individus ou 100 000 individus ou même 1000 individus. Donc, dans la vraie vie, on sait que nos populations ne seront pas infinies, mais de très très grande taille, ça suffit. Alors que si, finalement, le truc, c'est que si on arrive l'année d'après, puis, disons qu'on regarde ça ici, si on arrive l'année d'après, puis, ben en fait, on verra pas la ligne exactement, donc je vais faire mon calcul. On arrive l'année d'après, on trouve ça ici, puis ça là. On l'a évalué ici, disons. On l'avait évalué là. On dit, wow, la population n'évolue pas. Elle est en équilibre Hardy-Weinberg. Il n'y a pas de problème de taille de la population ici. Il n'y a pas de sélection naturelle. Puis là, on arrive ici. Là, on peut connecter les points là, ici, là, puis dire, ah ben, coudonc, il est arrivé quelque chose comme ça. Ça ici. Ben, il est arrivé du mouvement dans la fréquence allélique de cette population-là. Donc là, nos principales hypothèses sont quelle est la taille de la population? Est-ce qu'elle est suffisamment grande? Parce que si elle est suffisamment grande, c'est pas la dérive génétique qui va expliquer ça. Ça serait de la sélection naturelle. Est-ce que si la population, peut-être que ça pourrait indiquer que la population est très petite, peut-être qu'il y a eu une espèce de goulot d'étranglement là, ici, là, il est arrivé une catastrophe, là. Puis, dans le fond, là, on va aller faire un relevé de la quantité d'organismes là, qui sont présents dans la population. Donc, ça, c'est les explications de pourquoi, qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement avec Hardy-Weinberg. Ce serait vraiment à monitorer l'évolution. Puis, le calcul d'Hardy-Weinberg te dit que s'il n'y a pas d'évolution, ben, les fréquences alléliques vont rester stables. À partir du moment où tu vois des variations dans les fréquences alléliques, ben là, il y a de l'évolution, puis là, on peut suspecter différents phénomènes. Donc, les calculs d'Hardy-Weinberg, on part de nos fréquences génotypiques. Là, on va se poser la question, il y a combien d'individus en tout? Ben, on avait 195 génotypes, 10, 195. Ça nous donne 400 individus. 800 allèles. La fréquence, on va dire P, qui est égale à la fréquence de A sur 800. Le nombre total. On a combien d'allèles grand A? On a 2 fois 195 plus 10. Parce que dans le génotype homozygote dominant, grand A, ben, on a 2 allèles. Donc, 2 fois 195 plus 10.
Puis ça donne 2 fois 195, ça donne 390, plus 10, ça donne 400 sur 800. Puis ça donne 0.5. La fréquence de Q, qui est égale à 1 moins la fréquence de P, va être égale à 1 moins 0.5, va être égale à 0.5. On aurait pu faire le calcul détaillé comme je l'ai fait pour A, puis ça nous aurait donné exactement la même chose, parce que les chiffres sont symétriques, hein, d'ailleurs. Donc, regardez bien, là, je vous rappelle la question, c'est est-ce que c'est circulaire? Donc, la manœuvre ici, c'est de dire, OK, cette population-là a des fréquences alléliques de 0.5, 0.5. Donc, si on prenait une population, j'ai envie de dire une population théorique, où on va simuler la reproduction dans cette population-là. Donc, c'est comme, on s'intéressera même plus aux individus, là, on va dire, OK, j'ai comme 5 allèles grand A pour 5 allèles petit a. Puis, on va reproduire là, ces allèles-là ensemble. Fait que là, on pourrait faire un échiquier de punette là, avec... mais ça, on fera pas ça parce que ça va être gros puis long. Puis on va plutôt utiliser la loi des probabilités. Donc, c'est quoi la probabilité qu'un allèle grand A rencontre un autre allèle grand A? Ben, c'est sa fréquence fois sa fréquence, qui est égale à P carré, qui ici devient 0.5 au carré, qui est égal à 0.25. C'est quoi la probabilité que dans tout ce bassin-là, puis là j'en ai dessiné juste 10, mais on se rappelle que selon R.D. Weinberg, ce serait une population de taille infinie ou très grande. Donc, il y a beaucoup de chances que, c'est-à-dire que cet allèle-là, il y a autant de chances de rencontrer lui que de rencontrer lui, que de même, se rencontrer lui-même, là, si on fait l'exercice mathématiquement. Donc, on va avoir Q fois Q, qui est égal à Q carré, ça devient 0.5 au carré, ça donne 0.25. La probabilité, donc ça serait la probabilité de, là, je l'écris un peu comme ça, là, des AA, ou la fréquence génotypique des petit a, la probabilité des... ok, c'est-tu quoi? Je pense que je vais l'effacer, mon P ici, juste parce que je veux pas mêler les P d'R.D. Weinberg et les P de probabilité, donc je vais marquer plutôt un F, la fréquence des AA, la fréquence des petits a, puis on va avoir la fréquence du génotype hétérozygote. Donc la fréquence du génotype hétérozygote, c'est la probabilité qu'un grand A rencontre un petit a. Et celui-là peut rencontrer aussi lui, il peut rencontrer lui, il peut rencontrer lui comme ça. Après ça, on va prendre lui. Ben, mathématiquement, dans le fond, ce qu'on va dire, c'est la probabilité qu'un P rencontre un Q, donc que lui rencontre ça, lui qui rencontre ça, plus la probabilité qu'un Q rencontre un P, donc qu'un Q rencontre un P, ça nous donne 2 fois PQ, papier Q, et ici, ça va nous donner 2 fois 0.5 fois 0.5. Ça donne 2 fois 0.5 fois 0.5, 0.5. Donc, la fréquence du génotype hétérozygote devrait être de 50%. La fréquence du génotype homozygote récessif devrait être de 25%. Et la fréquence du génotype homozygote dominant devrait être de 25%. Si on fait juste brasser les allèles de cette population-là, là, on devrait avoir ça. Puis c'était quoi qu'on observait en fait comme fréquence génotypique au départ? Est-ce qu'on a 0.5, 0.25, puis 0.25?
ici. Puis remarque en passant là, que la somme de ces fréquences génotypiques-là donne 1 également. Ben non, on le voit qu'on n'a pas du tout là, ce même rapport-là. Ici, on a 10 sur 400, là, c'est quelque chose comme 2,5%. On est loin d'avoir 50%. Donc, on va aller voir la réponse à cette question-là. C'était la question... on va aller voir la question... C'était la question 14. OK. Donc, non, ce n'est pas un exemple de raisonnement circulaire parce qu'on a calculé P et Q. Autrement dit, un raisonnement circulaire, c'est comme si on aurait posé la question, on aurait répondu, puis on aurait retrouvé la même. Autrement dit, est-ce que de trouver, de faire le calcul, ça nous a avancé, ça nous a permis de faire découvrir quelque chose, ou ça nous a ramené à notre point de départ, sans dire plus que la question qui était posée. Si on a calculé les fréquences alléliques P et Q à partir d'une population, puis la réponse que ça nous donne, c'est les fréquences alléliques de notre population, puis ça ne nous dit rien d'autre, ben ça servirait pas à grand-chose de faire ça. Mais là, ce qu'on a vu, c'est que la population qui est ici, avec ses fréquences génotypiques qu'on a calculées dans la nature, si on lui permettait en une génération là, de se reproduire de façon en la protégeant de la sélection naturelle puis en la protégeant de la dérive génétique, ben on se serait attendu à avoir sur 400 individus là, 200 hétérozygotes, 100 homozygotes dominants puis 100 homozygotes récessifs. Dans le fond, j'applique ces ratios-là théoriques selon Hardy-Weinberg d'une population qui n'évolue pas à partir des allèles qu'on a ici. Là. Puis on applique donc ces ratios-là ici à nos 400 individus qui sont là. Normalement, on aurait dû retrouver 400 fois 0,5, donc 200 individus comme ça. Un quart fois 400, ça donne 100. Puis 100, 100. Autrement dit, ici, là, n'égale pas 100, n'égale pas 200, n'égale pas 100. Allons voir la réponse. Calculer P et Q à partir de fréquences génotypiques observées ne suppose pas que ces fréquences génotypiques doivent être dans un équilibre Hardy-Weinberg. C'est ça, c'est ce qu'on cherche à vérifier. Est-ce que les fréquences alléliques sont à l'équilibre Hardy-Weinberg? On compare la théorie avec le résultat expérimental, avec la réalité sur le biologique finalement. Pensons à une population composée de 195 individus, 10 individus, 195. Calculer P et Q à partir de sa valeur. Selon le quotient Hardy-Weinberg, P au carré donne 0,25 pour le génotype grand A. 2PQ donne 0,5. Q au carré donne 0,25. Comme il y a 400 individus dans la population, ces fréquences génotypiques prévues indiquent qu'il devrait y avoir 100, 200 puis 100 individus AA, données qui diffèrent grandement des valeurs que nous avons utilisées pour calculer le P et le Q. Et là, tu peux te dire, ça sert à quoi, ça, d'avoir fait tout ça? Ben, ça sert à dire que si elles ne sont pas à l'équilibre Hardy-Weinberg et que nous n'avons pas observé ce ratio-là d'individus, ben, c'est parce que la population est en évolution et diffère du résultat théorique parce que il y a vraisemblablement des pressions de sélection naturelle à l'encontre des hétérozygotes. Les hétérozygotes seraient censés être 200 puis sont 10. Il y a un problème là, avec le génotype hétérozygote. Peut-être qu'ils sont plus susceptibles à une maladie ou à la mortalité ou il y a une infertilité ou en tout cas il y a un problème, ils sont pas capables de faire des bébés là. Ils devraient être 200, sont 10. Fait que c'est les autres qui augmentent en fréquence pour compenser parce qu'au final tout ça doit donner 1. Donc si eux perdent du terrain, ben les autres en gagnent comme par défaut là.
Donc, c'est une grosse question, cette question-là, sur l'équilibre Hardy-Weinberg. Mais c'est pratique, on va savoir comment calculer les prochains numéros facilement. Question 15. Supposons qu'une population de 20 000 loci, c'est drôle, on parle pas en nombre d'individus, mais on parle en nombre de... Ah non, ok, non. On parle pas d'allèles, on parle de locus ou de loci au pluriel. Donc, autrement dit, on s'intéresse à 20 000 gènes. Supposons que la population de 20 000 gènes est fixe pour la moitié de ces loci. Fixe, ça veut dire que la fréquence... Fixe, ça veut dire que la fréquence de l'allèle grand A, par exemple, va être de 1. Puis, il n'y a pas d'allèle petit a, d'autres types d'allèles, là. C'est fixe. Fait que, ok, il y a 2 allèles pour chacun des autres loci. Donc, tu as 10 000 allèles fixes, puis tu as 10 000 fois 2, donc 20 000 allèles pour les autres loci. Combien y a-t-il d'allèles dans le patrimoine génétique de cette population? Expliquez votre réponse. Mais je viens de le faire un peu là, tout haut. Là. Tu vas avoir 10 000 allèles pour les 10 000 loci qui sont fixés. Puis tu vas avoir plus 2 fois 10 000 pour les 10 000 autres loci qui en ont 2. Fait que ça donne un total de 30 000. Puis là, je sais pas si on a vraiment besoin d'aller expliquer ça. C'était la question 15. Donc, je pense que la réponse est un peu bizarre, là, mais la réponse c'est ça. Ok. C'était pas la question plus difficile. Il fallait savoir comprendre que ça veut dire fixer. Si P est la fréquence... Question 16. Si P est la fréquence de l'allèle grand A, utilisez l'équation d'Hardy-Weinberg pour prédire la fréquence des individus qui possèdent au moins un allèle A. Ok. Donc, P... Là, c'est vraiment juste théorique, là, ce qu'on nous demande de faire. Donc, je vais me lancer. P est égal à la fréquence de A. On veut savoir le nombre pour savoir la fréquence d'individus. Pour prédire la fréquence d'individus qui possèdent au moins un allèle A. Ok. Ben, qui va posséder un allèle grand A? Les grands A, puis les grands A petit a. Ça va être P au carré. Puis ça ici, ça va être 2PQ. Donc, je te dirais que la fréquence de tous les individus dans une population va être P carré plus 2PQ plus Q carré. Mais on veut savoir seulement les P carré plus 2PQ ici. Fait que ça serait la fréquence des grand A et grand A petit a. Je sais pas si tu vois, là, on a fait l'ensemble des génotypes. Fait que ça, normalement, ça va donner 1 en passant. Fait que c'est un peu inutile de le mettre sur le dénominateur, mais c'est juste pour représenter la quantité totale. Mais nous, on cherche une sous-quantité de cette quantité totale-là. C'est la sous-quantité qui est là. Donc, la quantité totale, mais la gang des génotypes qui ont un allèle grand A. Donc, c'est un peu théorique, là, disons, mais... Voilà. Dernière question pour ce petit vidéo. Je sais pas si vous trouvez ça petit, là, mais en tout cas, on avance. Un locus qui modifie la vulnérabilité à une maladie dégénérative du cerveau à 2 allèles, grand A, petit a. Donc, il modifie la vulnérabilité, là, ça veut pas dire qu'il est désavantageux, au contraire, peut-être qu'il est avantageux. Dans une population, 16 individus ont un génotype grand, 92, puis 12 petit a. Donc, on va prendre ça ici, ça là.
Cette population est-elle en évolution? Expliquez votre réponse. Donc là, c'est clairement Hardy Weinberg. Parce que si tu veux mesurer l'évolution sur le terrain, là, tu prends pas un galon à mesurer. Là, tu prends un système d'extraction de l'ADN. T'en vas avec ton filet à papillon chasser le papillon. Tu captures des individus, tu leur coupes un morceau d'aile ou de patte ou de quelque chose qui fait pas trop mal. Tu as un petit morceau d'aile. Tu relâches le papillon gentiment dans la nature, puis tu t'en vas extraire son ADN en t'assurant d'avoir bien identifié l'individu pour pas le rééchantillonner 2 fois. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va aller voir dans son matériel génétique, on va extraire et amplifier son ADN pour aller faire la lecture de ces différents allèles. Puis là, ben, on va s'intéresser non pas à tout le génome des papillons, mais à un locus en particulier, donc à ce locus-là ici, là, par exemple. Donc 16, 92, 12, je vais être bon ici. 16, 92, 12. C'était ça. 16 A, 92 A. OK. Donc, même chose. Si cette population-là est de taille suffisamment grande, là, on a juste échantillonné, on a combien? Là, on a 28 plus 92, ça fait 120. Donc, je vais le marquer tout de suite ici. 120 individus. 240 allèles. Même si on a échantillonné juste 120 individus, tu vas dire, hey, t'as pas une population de taille infinie, t'as juste 120 individus. Mais là, les papillons qu'on a échantillonnés, là, ici, là, c'est les 120 que je fais picoter rose, mais en réalité, ils appartiennent à une population de beaucoup plus grosse. T'sais, on n'a pas échantillonné tous les papillons, puis c'est pas nécessaire de capturer tous les papillons pour avoir un portrait de la diversité génétique de cette population-là. Donc, ce sont des représentants. Ils sont à l'intérieur d'une plus grosse population dans laquelle les gènes, les allèles voyagent. Donc, on va prendre ces représentants-là pour faire le calcul puis voir si la population en entier subit une sélection naturelle ou une dérive génétique. Ou éventuellement, peut-être qu'il y a un flux génétique aussi. Qu'est-ce qui arrive si tu as une gang de papillons mauves qui vient d'arriver là, dans le c'est pas des papillons mauves, ce sont pas des papillons échantillonnés, mais disons, j'aurais dû les faire d'une autre couleur, là, pour dire que c'est une population étrangère, là, qui a été transportée par le vent, où il y a un passage qui vient de s'ouvrir, puis tout à coup, ben, on va avoir des nouveaux allèles qui arrivent dans la population, tranquillement, pas vite, et donc, là, changer les fréquences alléliques. Donc, s'il n'y a aucune de ces conditions-là, donc pas de sélection naturelle, pas de petite taille, en tout cas pas de dérive génétique qui signalerait une petite taille de population et pas d'arrivée de nouveaux allèles par flux génétique, ben on va s'attendre à retrouver grosso modo exactement les mêmes ratios ici, suite au calcul d'Hardy Weinberg. Donc P va être égal à 2 fois 16 plus 92 sur 240. Donc si j'ai mes 16 homozygotes, il faut que je les compte en double, ces allèles-là. Donc 2 fois 16 plus 92, ben c'est mes 92 allèles ici du génotype hétérozygote. Puis ça donne 2 fois 16, 32, plus 92, ça donne 128 divisé par 240. Je vais sortir ma petite calculatrice. J'ai dit 32 plus, ça donne... ok, je vais le taper au complet. 32 parce que ça manque de caféine ici. Donc ça fait 124 divisé par 240. Ça donne grosso modo 51,7%. OK. Q
va être égal à moins 1. 1 moins, je vais l'écrire en 0,517 égale 48,3%. OK. Puis là, on prend ces fréquences alléliques-là pour construire la génération, construire une population théorique de papillons. Donc, si tu as 51 allèles grand A pour 48% à peu près d'allèles petit a, puis que tu mélanges tout ça dans une reproduction où est-ce que tout le monde a des chances égales de se rencontrer, puis de survivre, puis de se reproduire jusqu'à la prochaine génération, on va avoir P carré égale 51,7. Ça donne à peu près 26%. Donc, 51,7 fois 51,7, 26,7. Q carré, on va avoir 0,483 fois 0,483 au carré, ça donne 0,233. Puis 2PQ. C'est quoi, j'ai envie d'être un peu paresseux, là, puis je vais faire 0,267 plus 0,233. Ça me donne 0,5 exactement. Fait que donc, je vais avoir 0,5. Ce que j'ai fait là, mathématiquement, là, j'ai fait 1 moins P carré moins plus Q carré, dans le fond. J'ai additionné ces deux-là. Puis j'ai trouvé la valeur de ça en faisant 1 moins ça ici. Pourquoi? Parce que P carré plus 2PQ plus Q carré égale 1. C'est la somme des génotypes. Des fréquences génotypiques va donner nécessairement 1. C'est comme la somme des fréquences alléliques va donner nécessairement 1. OK. Toujours est-il qu'on a nos fréquences génotypiques théoriques ici. Donc, on devrait avoir grosso modo 50% d'hétérozygotes, 23% d'homozygotes récessifs, puis 26% homozygotes dominants. Sur un total de 120 individus, j'ai le regret de nous annoncer que, cette population-là, ça n'égale pas 0,5 fois 120, autrement dit 60. Tu sais, c'est ça ici, là. Mon 0,5 que j'ai calculé. J'ai 120 individus. Normalement, je devrais avoir 50% d'hétérozygotes dans cette population-là. Autrement dit, je devrais avoir 60. Puis là, on a 92. C'est quand même loin de... Puis la même chose ici, je devrais avoir 25% ou plutôt 26,7% d'homozygotes dominants. Puis ça, 26,7 fois 120, ça donne 32 individus. Fait que je vais dire ici, n'égale pas 32 individus. Puis là, encore une fois, je vais y aller, je vais prendre un raccourci pour calculer le nombre. Ici, si j'en ai 32, là, j'en ai 60, ça me donne 92. Il m'en manque 28. Ça n'égale pas 28 individus ici, là. Donc, résultat, cette population-là n'est pas à l'équilibre Hardy-Weinberg. Puis c'était quoi la question qu'on nous posait? Cette population-là est-elle en évolution? La réponse, c'est oui. On va aller voir le corrigé. 17. OK. Là, on a calculé, tu vois, là, je vais aller rapidement là, à la réponse. Là. Dans une population de 120 individus, ces fréquences génotypiques attendues nous amènent à prédire qu'il y aurait 32 individus AA, 60 individus hétérozygotes et 28 individus homozygotes récessifs. Or, les nombres d'individus qu'on trouve dans la population réelle, 16, 92, 12, s'écartent de ces prévisions. Il y a moins d'homozygotes, plus d'hétérozygotes, blabla. Ceci indique que la population
n'est pas en équilibre Hardy-Weinberg et qu'elle pourrait être en évolution pour ce locus. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Revenons à notre calcul. On aurait dû avoir 60, on en observe 92. On aurait dû avoir 32, on en observe 16, 28, 12. Autrement dit, ici, là, le génotype hétérozygote semble avantagé. Il y en a 92 dans la vraie vie, alors qu'il devrait en avoir juste 60. Ben, peut-être qu'il y a une pression de sélection positive, là, favorable pour ce génotype hétérozygote. Et à l'inverse, ben, ce sont les homozygotes qui en pâtissent, là, puis écopent de ça. Donc, voilà pour cette dernière question de 23.2. Donc, je m'arrête ici pour cette vidéo, puis on se retrouve dans l'avant-dernier pour les questions du chapitre du concept 23.3. Bye bye!